Nous allons donc, si vous voulez bien, maintenant, essayer de discerner, dans la pensée d'Action française, ce qui a été un succès et ce qui a été un échec. Et l'histoire de l'Action française, c'est un mélange de succès et d'échecs. Alors comment discerner ce qui est un succès ou un échec? Qu'est-ce qui permet de définir le succès et l'échec quand une pensée est une praxis? Et bien sûr, d'abord, il y a l'influence sur les événements. A réussi une pensée qui a atteint ses objectifs, qui a atteint ses buts. Et là, bon, c'est évident qu'on est obligé de faire des constatations un peu consternantes, mais qui s'imposent à nous. Mais il y a un deuxième élément qui permet de dire si une pensée est toujours vivante, si elle a toujours toute sa valeur, c'est le fait de rechercher si cette pensée est toujours en mesure de rendre compte des événements. Ça, c'est fondamental. Rendre compte des forces existantes. Si une pensée rend toujours compte de la réalité, elle conserve sa cohérence interne et elle garde sa puissance. Si, au contraire, elle se morcelle devant des événements qu'elle n'a pas pu prévoir, eh bien cette pensée, elle est évidemment plus ou moins malade. Donc, il y a double référence, les succès obtenus et les prévisions qui ont été effectuées, ont-elles été justifiées ou non. Dans le cas de la pensée d'Aref, il faut reconnaître que Maurras avait mis la barre très haut. Il voyait une contre-révolution généralisée et il pensait de son temps, même avant la guerre de 14, déceler les prémices de succès généraux pour ses idées. Par exemple, si vous lisez un livre qui s'appelle « Le soliloque du prisonnier », dans lequel il a reproduit des textes qui datent de diverses époques, mais certains très anciens, du début du XXe siècle, eh bien, Maurras dit on peut prévoir que bientôt la monarchie va être rétablie au Portugal. Il prévoyait des succès absolument inévitables, plein d'espérance. Bien. Ben, a priori, ça n'a pas marché. La monarchie n'a pas été rétablie, ni au Portugal, elle a été rétablie en Espagne. Bon, cela dit, si c'est pour rétablir la monarchie comme en Espagne, je ne sais pas si ça vaut tellement la peine de continuer à se battre. Alors, il y a quand même des réussites et des échecs plus ou moins marqués. D'abord, quelles sont les réussites et les échecs du nationalisme maurassien? Le choix du nationalisme est le résultat d'une stratégie idéologique très nuancée. Bon, les contre-révolutionnaires ont fait, au XIXe siècle, l'observation que la Révolution, le jacobinisme, l'individualisme rationaliste avaient exercé un rôle dissolvant, totalement destructeur, sur les héritages sociaux que la France avait reçus de l'histoire. Ils avaient aboli tous les cercles de la diversité humaine dans un constructivisme qui n'a laissé subsister que les individus. Il y avait néanmoins une force qui était le nationalisme, qui au XIXe siècle était, à cette époque-là, le véhicule privilégié de la Révolution. Eh bien, Maurras a essayé de faire, et a réussi, dans un premier temps, de séparer le nationalisme de son héritage républicain et bourgeois. D'autres avaient essayé avant lui, il faut le savoir. Prenez par exemple la tentative qui a été faite avec le général Boulanger, par la duchesse d'Uzès et le comte de Paris, qui ont déversé des millions sur le général Boulanger pour permettre un coup d'État nationaliste, dans l'espoir de manipuler. Ça a été un échec total, parce que Boulanger était un républicain très à gauche, et en plus il était incapable
Donc tous les investissements qui ont été mis sur lui ont été un échec total. Bien. Maurras, lui, fort de tous ces échecs, a su reprendre le nationalisme, l'intégrer à la contre-révolution, sans céder sur le fond, sans adopter ce nationalisme jacobin. Et de surcroît, il a fait un autre tour de force, il a intégré dans le nationalisme, au prix d'un compromis peut-être un peu fragile, mais il a intégré le fédéralisme, ce qui était quand même une opération complexe. Transformer des jacobins en nationalistes contre-révolutionnaires, et en plus en faire des fédéralistes, c'est merveilleux. Donc la création de Maurras, dans les années 1890, elle a été extrêmement féconde. Il a fait une œuvre de syncrétisme que personne n'avait réussi avant lui. Au départ, les royalistes étaient hostiles à ce syncrétisme. Regardez par exemple le comte d'Aussonville, le vicomte d'Avenel, le baron Piou, tous ces gens-là qui étaient les chefs du parti royaliste, lui étaient assez hostiles. Hein, parce qu'ils pensaient que c'était du bonapartisme. Ils criaient au bonapartisme. Si vous avez lu un livre de Maurras qui s'appelle « Les princes des nuées », vous verrez que les réactions de ces gens étaient très, très hostiles. Et puis ces gens se sont finalement ralliés à l'Action française. Donc Maurras a été, pour prendre une comparaison peut-être qui déplaira à certains, il a été à la fois Herder et Fichte. Ce que Herder et Fichte ont été en Allemagne, Maurras l'a été en son temps. Cela dit, il faut bien voir que ce tour de force maurassien a été par la suite privé de son contenu par une analyse stratégique trop optimiste et curieusement ne tenant pas compte des réalités de la science politique. En effet, la guerre mondiale se préparant, Maurras a décidé l'union sacrée. Il a décidé de faire ce qu'on appelle dans notre doctrine le compromis nationaliste, et le résultat a été que les forces royalistes se sont devenues, pendant toute la durée de la guerre, ce que Maurras appelait des gendarmes supplémentaires. Je me permets de vous faire observer une chose, c'est que la guerre, selon Clausewitz, c'est la politique menée par d'autres moyens. La France était en guerre, mais c'était toujours une politique qui était menée. Pourquoi, sous prétexte que la guerre était là, fallait-il totalement abdiquer toute analyse critique et se mettre pieds et poings liés entre les mains d'un gouvernement qui était probablement parmi les pires gouvernements républicains que nous ayons connus. Bon. Alors on peut se poser la question. Grand optimisme maurassien, disant que, ben oui, mais Clémenceau, la nation aura le dessus, et finalement, l'amour de la patrie fera que Clémenceau cessera d'être républicain, anticlérical, etc. Clémenceau qui dit à l'Assemblée, qui disait, les jeunes catholiques, je la ferai mourir dans les tranchées, et elle aura perdu le goût de me contester. Cynisme terrible d'un gouvernement auquel l'Action française a fait confiance. Je vous rappelle quand même que le biographe de Clémenceau, c'est Léon Daudet. Bien. Alors, je jette un froid en disant tout ça, je sais, bon. Mais bon. Il faut être lucide avec notre passé. Bien. Alors, le résultat de ça, ça va être que, sur le plan de la construction européenne, la construction de l'Europe, l'existence de l'Europe en tant que structure va être complètement bouleversée. La tradition va être totalement détruite dans toute l'Europe. La République idéologique sera vainqueur. Et vous avez un livre très intéressant du professeur Boutillon qui s'appelle « Illégitimité de la République ». Je vous conseille de le lire, il est très intéressant, dans lequel Boutillon fait ressortir que eh bien, la République était illégitime jusqu'à la guerre de 14, et c'est la guerre de 14 qui a rendu la République légitime. Voilà un beau succès.
Et le résultat des courses, c'est que eh bien, l'action française, la pensée maurassienne, va se trouver prise dans la nasse dont elle ne réussira pas à sortir. Vous allez avoir la guerre de 40 avec la défaite. Dans la défaite, eh bien, compte tenu du fait que les forces idéologiques sont implacables et que la France n'a plus de solution nationale pendant toute la guerre, la pensée maurassienne va se trouver coincée entre la trahison, dont on l'accusait, et l'imposture. Et le résultat, c'est que Maurras finira sa vie en prison, où c'est tout comme. Et par la suite, l'action française va s'enrôler dans d'autres combats, tout aussi sans issue. L'Algérie française, combat sans issue. J'y ai participé, hein, je ne renie rien, mais il faut bien reconnaître que ça ne pouvait pas marcher. Nous nous sommes engagés dans un combat sans issue. Bien. Bon, alors, à ce moment-là, curieusement, d'ailleurs, ce n'est pas du tout curieux, eh bien, vous allez avoir des dislocations doctrinales. Et l'action française va connaître des dislocations. Vous allez avoir des gens qui vont abandonner l'héritage maurassien, en prétendant reprendre les conclusions de Maurras, mais en abandonnant tout le raisonnement maurassien. Ah, je ne sais pas, il y en a encore quelques-uns qui sont en face, là. Bien. Je ne critique pas, j'ai assisté à ça. Hein. J'étais là, ici, là où vous êtes, quand ça s'est passé. Et puis, à ce moment-là, eh bien, l'action française, la pensée maurassienne, va essayer de se raccrocher à une conception de la nation qui lui permette de ne pas être seule. Et ainsi, eh bien, la pensée maurassienne va se raccrocher au souverainisme. Mais qu'est-ce que c'est que le souverainisme? Le souverainisme, c'est précisément le refus de ce qu'il y a d'intégration et de réducteur dans la construction européenne, mais au nom d'une conception de la nation qu'on ne définit pas. Quelle nation? La nation des républicains ou la nôtre? Elles sont incompatibles, totalement incompatibles. N'est-ce pas? Donc, cette volonté de conciliation, on est allé, je crois, jusqu'à chanter la Marseillaise pour le défilé de Jeanne d'Arc. Bon, non seulement elle n'a pas su conduire les événements, puisque le souverainisme a été un échec total. Je me permets de vous faire observer que lorsque l'euro a été adopté, il a été adopté sans le moindre problème, dans la bonne humeur. Aucun des mots d'ordre souverainistes n'a été d'un quelconque effet. Bon. Donc il faut être conscient que là, de ce côté-là, eh bien, ça n'a pas trop été un succès, quoi, notre activité. Alors parlons maintenant un petit peu du catholicisme de Maurras, le social-catholicisme de Maurras. Maurras estimait que l'Église c'était une force politique de première grandeur, c'était même la force spirituelle qui structurait la patrie et même toute l'Europe, selon lui. Bon, il est évident que quelles que soient les valeurs véhiculées par l'Église, elle a néanmoins, il faut quand même le reconnaître, elle a, par une suite de décalages, de glissements, elle s'est ralliée aux idées de la Révolution. D'abord le ralliement de Louis XIII, puis la condamnation de l'Action française, qui a provoqué une modification considérable de l'Église. L'épiscopat était totalement bouleversé, etc. Et puis ensuite, eh bien, vous avez Pie XII qui accepte la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1946. Eh oui, Pie XII, désolé. Hein, bon. Et puis ensuite, vous avez Paul VI et puis même Jean-Paul II qui vont chacun toujours se prononcer de plus en plus en faveur des droits de l'homme, etc. Et je signale que, quelles que soient les grandes qualités du pape que nous avons actuellement, qui est le Benoît XVI, qui est un grand bonhomme, il faut quand même reconnaître qu'il ne perd pas une occasion de justifier les droits de l'homme, de se prononcer en faveur, pour le principe de non-discrimination, etc. Il faut être conscient. Sur ce plan-là, il n'y a pas eu de retour en arrière.
le pli a été pris et quelles que soient les critiques justifiées que nous pouvons formuler, le pli a été pris. Et la voie se continue. Alors il y a des points quand même dans l'héritage maurassien qui ont été une réussite. Réussite, d'abord, réussite relative du royalisme maurassien. Il est vrai que Maurras n'a pas su rétablir la monarchie, mais il a permis au royalisme de survivre. Car sans Maurras, sans la pensée maurassienne, le royalisme se serait sans doute desséché. Ainsi, il a pu maintenir cette idée. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un futur dauphin qui est le prince Jean et qui accepte de nous tendre la main et de coopérer avec nous. Et c'est une grande source de joie que de voir cet événement. Mais évidemment, au prix d'une certaine atonie doctrinale, parce que, évidemment, le prince Jean ne doit pas être gêné par notre attitude, nous dit-on, bien sûr. Alors, c'est le domaine de l'art politique. On n'est pas dans le domaine de la pensée. Et il est évident que la souveraineté ne se partage pas. Alors, il y a un point quand même sur lequel le royalisme, le maurassisme, la pensée maurassienne a eu un réel succès, c'est la critique de la démocratie idéologique. Là, sur ce plan-là, eh bien, on peut dire que l'œuvre de Maurras est irremplaçable. Bien sûr, Maurras n'a pas mis par terre l'idéologie républicaine, l'idéologie démocratique, non, bien sûr. Bien sûr, la République a développé son idéologie de manière de plus en plus totalitaire, avec de moins en moins d'opposition. Bien sûr, l'idéologie individuo-universalisme est devenue un dogme, avec des mythes qui sont de plus en plus bétonnés. Mais, depuis un siècle, personne n'a fait mieux que l'Action française pour démonter cette idéologie indifférencialiste, égalitaire, universaliste. Toutes les tentatives qui ont été faites par la suite ne sont pas arrivées à la qualité de la critique que nous avons faite.